Bonjour, dans cette 28e capsule vidéo, je vais parler d'un matériel atypique. Donc, on va avoir déjà parlé d'un matériel le plus classique, si on veut, mais on va le comparer avec du matériel qui est plus atypique, comme les bouteilles probabilistes et gobelets, mais on va voir aussi plusieurs autres matériels. Donc, l'objectif de la capsule, c'est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en probabilité pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, vous avez déjà vu, dans le fond, vous avez vu parler des dés, là, j'en ai parlé à plusieurs fois, des dés réguliers. Mais là, on pourrait dire justement dans le dé de matériel atypique pour un peu varier, dans le fond, le type de questions, parce qu'on devient quand même un peu limité avec les questions qu'on peut poser avec, même si, bon, il n'y a pas juste une ou deux questions qu'on peut poser avec des dés réguliers, mais pour ouvrir davantage, on pourrait penser à utiliser des dés spéciaux. Et là, il y a différents types de dés qu'on peut utiliser. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai de mon côté. Donc, on pourrait penser que d'abord, jouer sur le nombre de faces. Donc, au lieu d'avoir 6 faces comme un dé régulier, mais d'avoir 4 faces. Donc, un dé qu'on appelle un 4 faces qui est un tétraèdre. Puis, comment ça se lit? Si je lance le dé, je dois lire, en fait, le résultat qui est au bas. Pardon. Donc, ici, j'ai eu un 2, par exemple. Là, si je lance encore une fois, j'ai eu ici un 1. Donc, je vais avoir 4 faces, en fait, puis c'est comme... le résultat, je vais toujours regarder en bas, ce qui est un peu différent, là, il est indiqué en bas, ce qui est différent d'un dé régulier qu'on lit la face sur le haut. Parce que là, ici, sur le haut, en fait, c'est un sommet de mon tétraèdre. Ensuite, je pourrais, toujours dans le dé de varier le nombre de faces, je pourrais utiliser, au lieu d'un dé à 4 faces ou 6 faces, je peux utiliser un dé à 8 faces. Donc, j'ai, mon dé à 8 faces ici, où j'ai, dans le fond, une espèce de pyramide une double pyramide, dans le fond, à base carrée, où je vais avoir, dans le fond, mes 8 résultats possibles avec mon dé, que je peux lancer tout simplement. Et ça va être le résultat sur le haut là, qui va se lire tout comme un dé régulier. Je peux avoir des dés à 10 faces. Et je pourrais décider de combiner en fait des dés à 10 faces pour dire, je vais avoir par exemple mon dé à 10 faces comme ça que je vais lancer. J'ai obtenu un 2. Et là, je vais lancer aussi un autre dé à 10 faces ici, mais qui correspond à des dizaines, allant de 0 à 90. Et là, j'ai obtenu par exemple 10. Et là, avec 10 et 2, je viendrais de générer, dans le fond, mon nombre 12. Donc ça, avec 2 dés comme ça, 2 dés à 10 faces, c'est comme si je viens générer, dans le fond, un nombre aléatoire entre 1 et 100, allant avec... je peux avoir 1 et 100 parce que 0 dizaine et unité jusqu'à 9 dizaines, 90 et 10 et 10 unités. Non, en fait, je peux avoir entre 1 et 99 plutôt. Non, entre 0 et 99, pardon. Ce que je pourrais transformer, là, l'équivalent, dans le fond, de 0 à 99, comme de 1 à 100, dans le fond, c'est 100 nombres aléatoires. Je pourrais toujours, dans le dé, d'avoir un nombre de faces différent, mais il y a plein de dés qui existent, là, mais j'en ai des dés à 20 faces, j'en ai des dés à 24 faces, j'en ai à 30 faces. Puis, vous voyez que plus le nombre de faces, plus il devient rond, en fait. Puis, j'en ai même qui sont ronds, justement. Et c'est un peu particulier parce que là, quand je les lance, ils vont se stabiliser parce qu'il y a un poids à l'intérieur. Et là, ce que ça amène comme question, je trouve, c'est qu'on peut amener des questions différentes parce que autant un dé régulier, on est pas mal convaincu que les 6 faces sont équiprobables. Puis bon, ça devient moins intéressant de dire est-ce que j'ai autant de 4 que de 6. Par exemple, quand je lance le dé, on peut le faire avec des élèves jeunes, mais après, ils comprennent bien que les faces sont équiprobables. Mais quand on a des dés où on peut se demander est-ce qu'ils sont déséquilibrés, comme celui-ci, par exemple, ça amène l'intérêt, en fait, de les lancer un certain nombre de fois puis de comparer. Plus on va avoir d'essais, plus on va avoir une tendance qui va être fiable. Et là, on peut avoir des dés aussi, pas juste jouer sur le nombre de faces, mais on pourrait jouer avec des faces, avoir des faces différentes. Donc, il peut être inscrit certaines choses. Donc, j'ai ici, par exemple, des opérations, là, des dés avec des opérations inscrites dessus. Donc, des plus, moins, un certain nombre. Et je peux avoir des dés aussi qui vont donner encore plus de possibilités, des dés qui sont vierges dans le fond, et je peux venir ajouter avec des petits collants, là, ça vient avec des petits collants que je peux indiquer ce que je veux sur mes faces. Et là, ça vient ouvrir dans le fond avec d'autres types de questions. J'ai aussi
possibilité, dans le fond, avec des nombres, il y en a à la didactèque, je vous montre une image tout après, où c'est inscrit plutôt des nombres décimaux dessus, plutôt que des nombres de 1 à 6. C'est des dés réguliers à 6 faces, mais il est inscrit dessus c'est des nombres décimaux, ou des pourcentages, ou des fractions, ou des opérations, ou des montants d'argent. Donc là, je vous demanderai, avec l'ensemble du matériel que je viens de vous présenter, je viens d'évoquer, est-ce que vous pouvez me suggérer un exemple de situation à proposer avec des élèves du primaire pour travailler les probabilités? Donc, un exemple de situation, là, il y en aurait plein, mais je pourrais dire justement, je lance un tétraèdre, donc qui a 4 faces, un dé à 4 faces, puis je lance une de ces opérations-là. Puis, je me pose la question, dans le fond, quelle est la probabilité d'avoir un résultat? Donc, j'ai lancé ici, j'ai eu 4, puis j'ai eu moins 1, donc 3. Puis là, je pourrais me demander c'est quoi la probabilité d'obtenir 3, justement, en lançant le dé à 4 faces et un dé à 6 faces avec des opérations. Puis là, ce qui va y avoir de différent aussi, c'est qu'il y aura plus de 36 possibilités. Les élèves, s'ils sont bien habitués qu'il y a 36 possibilités, bien là, on serait dans un cas où il y a 4 résultats sur un dé et 6 sur l'autre. Donc, on aurait 24 possibilités parce qu'on les multiplie. Donc, ça vient ouvrir, en fait, d'autres situations, d'autres calculs pour se sortir un peu du classique là, avec un dé ou une somme de 2 dés, là, qui est assez classique, puis que les élèves peuvent voir une année après l'autre, puis ça devient très redondant. Donc, on peut voir aussi d'autres matériels, en fait, qui provient de la didactèque. Donc, ça, c'est tout du matériel de la didactèque, comme, vous voyez qu'il y a du matériel classique ou typique, comme le dé, des pièces de monnaie, les billes, des roulettes. Mais, comme vous voyez, il y a des dés avec différents types de faces, les opérations, les montants d'argent, je parlais des pourcentages, les fractions. Il y a même un dé à 100 faces, donc qui roule très longtemps avant de se stabiliser, donc un dé à 100 faces. Donc ça, c'est du matériel que vous pouvez emprunter. Puis un autre exemple de matériel atypique, en fait, ça serait, vous l'avez vu dans la lecture, en fait, c'est la situation des rondelles. Donc juste vous montrer peut-être le matériel, moi de mon côté. J'ai une boîte dans laquelle où je peux mélanger mes 3 rondelles. Et à l'intérieur, j'ai les rondelles, comme vous avez pu voir dans la lecture, où j'ai une rondelle qui est bleu-bleu, une rondelle qui est rouge-rouge et une rondelle qui est rouge et bleu. Et là, je peux faire la situation des rondelles avec ça. J'ai même une version réduite, parce que celle-là se fait bien quand je veux montrer devant les élèves, dans le fond, quand ils sont plus loin pour qu'ils puissent voir. Mais quand je veux qu'ils puissent manipuler, ça deviendrait dur d'avoir autant de rondelles. Donc, j'ai le modèle réduit, très économique, dans un sac de papier brun. Et tout ça pour quelques dollars, vous pouvez faire des kits pour toute la classe. Et j'ai pris seulement des petits jetons de poker en plastique pour avoir ma rondelle avec des petits collants, pour avoir ma rondelle rouge-rouge, ma rondelle bleu-bleu et ma rondelle rouge-bleu. Donc, c'est la façon facile de distribuer ça par équipe et de faire réaliser des essais pour faire la situation des rondelles. Voilà pour ça. Donc maintenant, si on regarde la situation des bouteilles probabilistes. Donc la situation est la suivante. Vous avez une bouteille dont son contenu est caché. Vous savez ce qu'il y a dans la bouteille, il y a 5 billes de 2 couleurs différentes. Donc il y a par exemple des rouges et des noirs. Et, petit instant. Désolé, ça cogne à la porte. Donc, j'ai la bouteille. Je sais qu'il y a des billes rouges, des billes noires, il y en a 5 en tout. Et je ne sais pas il y en a combien. Et tout ce que je peux faire, c'est avoir une à la fois. Donc, quand je la revire, comme on voit sur l'image ici, quand je la tourne à l'envers, je peux en avoir une à la fois. Donc, si je vois, par exemple, j'ai une rouge. J'ai une rouge encore. Oh, j'ai une noire. Donc, comment on pourrait faire pour conjecturer sur le contenu de la bouteille, ou dit autrement, dans le fond, pour faire une prédiction sur qu'est-ce qu'il y a réellement dans ma bouteille, donc combien de billes rouges, combien de billes noires. Mais la seule façon de répondre à cette question-là, à moins de tricher et d'ouvrir la bouteille et de regarder ce qu'il y a dedans, l'approche théorique n'est pas possible. L'approche théorique, ça serait de dire, justement, j'ouvre et je vois, il y a 3 billes rouges, par exemple, et 2 billes noires. Mais la seule autre façon, en fait, si je n'ai pas accès à l'approche théorique, ça force l'entrée par l'approche fréquentielle. Donc, ça force à réaliser des essais et à le faire plusieurs fois pour venir noter, j'ai combien de rouge, combien de noir, puis quelle est la tendance qui se dessine. Donc, ça mène, comme j'ai dit, là, je fais bien attention à essayer de faire ressortir, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, là, je vais éviter le terme probabilité fréquentielle qu'on retrouve dans les documents ministériels. Donc,
si j'ai fait 10 résultats et j'ai obtenu 6 fois une rouge, par exemple, je vais dire que j'ai obtenu une fréquence de 6 dixièmes, 6 billes rouges sur les 10 essais, plutôt qu'une probabilité fréquentielle de 6 dixièmes. Donc, et là, si on le fait, ben, c'est l'idée que si j'ai une tendance avec 5 résultats, ou 10, ou 15, ou 20, c'est pas aussi fiable que si j'avais un grand nombre d'essais. Donc là, combien d'essais serait suffisant? Bien évidemment, le plus possible, dans le fond, c'est ça l'idée de la loi des grands nombres. Plus on va avoir d'essais, plus on va être confiant que nos résultats, la fréquence qu'on obtient, va être fiable puis va bien représenter ce qu'on aurait dû avoir en réalité, donc ce qu'il y a dans le contenu de la bouteille. Donc, idéalement, dans le fond, plusieurs centaines d'essais serait l'idéal, bien même encore plus, mais donc si on ne veut pas passer des heures, ben, on peut le faire un certain nombre de fois. On pourrait dire, ben, chaque élève le fait un certain nombre de fois, des essais comme ça avec la petite bouteille, et après ça, on va compiler les résultats de chacun, ou on peut utiliser un simulateur. Donc, je vais aller vous montrer un simulateur ici. En fait, je vous demande d'abord plutôt d'aller à cette adresse-là, et de venir pour ce simulateur-là, combien il y a de billes rouges dans la bouteille 1. Puis après ça, vous allez pouvoir sélectionner en fait la bouteille 2 aussi. Puis bon, encore une fois, faites des essais avec la bouteille 2 pour me dire combien de billes rouges vous pensez qu'il y a dans la bouteille 2. Donc maintenant, on va y aller ensemble. On va aller faire des essais. Donc, en allant au lien raccourci, vous arrivez sur ce simulateur de la bouteille mystérieuse. On vous explique si la mise en situation que vous avez vu. Ce qu'il y a de particulier, peut-être, c'est qu'on vous dit que bon, il y a différents types de bouteilles. Pour les bouteilles 1 et 2, on sait qu'il y a 5 billes en tout. Pour les bouteilles 3 et 4, on ne sait pas exactement il y a combien de billes, puis on peut même faire une nouvelle bouteille. Donc là, on va commencer avec la bouteille 1, puisque vous voyez de votre côté, mais que là, vous ne voyez pas ici dans l'écran parce qu'il manque un peu d'espace, c'est qu'on peut faire à gauche, il y avait les boutons là, pour faire tirer un à la fois. Par exemple, ici, j'ai eu un résultat, c'est une bille rouge. Un deuxième résultat, c'est une bille rouge. Je peux les faire comme ça, un à la fois. Il semble y avoir beaucoup de billes rouges dans cette bouteille. Qu'il y a des billes rouges. Je peux y aller plus rapidement. Et là, je pourrais dire, bon, d'après moi, il doit au moins, ça doit être de l'ordre de... est-ce que c'est seulement des billes rouges ou mais il se peut avoir deux couleurs, donc il devrait y avoir des noirs. Je vais en faire 10 fois, donc le bouton tirer 10 fois pour avoir 10 résultats. Ah, ok. Maintenant, j'ai obtenu 17 rouges en tout et 3 billes noires. Je peux en faire 10 autres. Je peux me rendre jusqu'à 100 comme ça, par des séries de 10 essais. Et là, ça semble être autour de 4/5e, hein, autour de 80%, 20%. Donc, ça semble indiquer en fait qu'il y aurait qu'il y aurait 4 billes rouges et une bille noire, ce qui me donne une fréquence d'autour de 4/5e, donc 80%, et 1/5e, 20%. Je préfère encore là, pour en être encore plus certain, me rendre jusqu'à 1000 essais, donc par échantillon de 100 essais. Et à 1000 essais, ça semble assez clair que c'est autour de 80% et 20%. Donc, ça semble indiquer assez précisément, en fait, que je devrais avoir 4 billes rouges et une bille noire. Si je vais aller voir maintenant dans la bouteille 2, donc, on voit ici qu'il a réinitialisé les zéros automatiquement. Il a fait une remise à zéro, alors qu'il y a un bouton aussi à gauche, remise à zéro. Pourquoi? C'est que ici, là, si je veux cumuler des résultats. Je disais tantôt, c'est possible, les élèves peuvent simuler des essais de leur côté, réaliser des essais, et après ça, on va les compiler, les mettre ensemble. Mais ça, on va compiler des résultats seulement s'ils ont été faits dans les mêmes conditions, puis seulement si c'est la même chose que dans les bouteilles. Mais ici, si je voulais prendre des résultats qui ont été faits avec une certaine bouteille et d'autres résultats avec une autre bouteille qui n'a pas le même contenu, ben là, on ne va pas les mettre ensemble, on vient biaiser nos résultats. Donc, c'est l'idée du bouton remise à zéro, mais si dès que je change de bouteille, ça me remet à zéro, et là, je pourrais encore une fois, y aller directement avec 100 essais. Et là, ça semble être autour de 60 billes rouges et 40 billes noires, donc autour de 60%, 40%, ce qui me laisse croire à 3/5e de billes rouges, 3 billes rouges, et 2/5e de billes noires, donc 2 billes noires sur les 5 billes en tout. Si je vais en être convaincu, encore une fois, par la loi des grands nombres, je peux faire plus d'essais, me rendre jusqu'à 1000 essais, et là, ça semble encore être très près, en fait, de 60% et 40%. Là, si on le met en pourcentage ici, c'est 60,8% et 39,2%.
Donc, ça semble indiquer, en fait, qu'on a 3 billes rouges et 2 billes noires. Si j'allais dans les autres bouteilles, je n'irai pas en détail, mais ce qu'il y a de particulier dans les autres bouteilles, c'est que puisque je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans chacune, combien il y a de billes en tout, si je fais sans essai, je pourrais dire ici que ça a l'air d'être à peu près autant. Là. Il pourrait y avoir une bille rouge et une bille noire, mais je ne sais pas, en fait, tout ce que je peux dire, vu que je ne sais pas il y a combien de billes en tout, c'est qu'il semble y avoir à peu près autant de billes rouges que de billes noires. Si je me rends à 1000 essais, il semble y avoir à peu près autant de billes rouges que de billes noires, mais est-ce que c'est vraiment une rouge, une noire, ou 2 rouges, 2 noires, ou est-ce qu'en fait, non, il y a en fait 1000 billes dans ma bouteille virtuelle, puis il y en aurait 525 qui sont rouges et 475 qui sont noirs. Il n'y aura pas moyen de savoir précisément. Donc, ce qui amène l'idée encore là d'en faire de plus en plus d'essais, mais on ne pourra jamais savoir avec certitude tant qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qui a été programmé derrière ce simulateur-là. J'espère que vous avez apprécié ce petit simulateur qui montre qu'on peut faire beaucoup de résultats plus rapidement. Je tiens à souligner que le fait d'avoir un simulateur, ça ne devrait pas remplacer les essais concrets. Là. Donc, le matériel concret, je pense qu'il est important, mais c'est l'idée que quand on en fait un certain temps et quand on vient à avoir la question des élèves qui sort, qui est combien d'essais, on va faire ça combien de temps, madame? Là, ça devient intéressant de dire il faudrait idéalement en faire le plus possible. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser un simulateur, s'il y en a un qui existe évidemment, qui permet de réaliser plus d'essais rapidement? Mais je pense que c'est important de d'abord en faire avec les élèves, puis que ce besoin-là soit amené par les élèves, dans le fond, on aimerait ça faire plus d'essais plus rapidement. Au lieu de juste dire, oui, on utilise ce simulateur, sans que les élèves comprennent pourquoi on a besoin du simulateur. Autre situation que la situation des bouteilles, la situation du gobelet. Donc, un gobelet tout simple en styromousse, par exemple. Donc, on a fait, en fait, j'ai travaillé avec 2 autres enseignants pour préparer, en fait, cette situation-là il y a quelques années. Donc, on a fait un diaporama qui se faisait d'abord, principalement, là, on visait le premier cycle du secondaire. Donc, on a un diaporama qui est disponible ici à ce lien raccourci où vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, partir de ce diaporama-là et l'ajuster si vous voulez. C'est l'idée, dans le fond, d'une activité de mathématiques en 3 temps. Donc, je vous en avais parlé brièvement, là, que en 3 temps ou en 3 actes. Donc, le premier acte où on va voir qu'il y a une vidéo, là, dans le fond, où on voit les enseignants lancer le gobelet, obtenir un gobelet debout. Puis là, on se pose la question, mais quelle est la probabilité que le gobelet tombe debout? Donc, vraiment, une vidéo sans mots qui amène à susciter des questions mathématiques. Une deuxième qui amène à réaliser des essais où on voit un accéléré, en fait, des essais réalisés. Puis, un troisième acte qui va être d'essayer de répondre à la question de quelle est la probabilité que mon gobelet tombe debout, à l'envers ou couché sur le côté. Il y a aussi une vidéo qu'on a faite de guide pour l'enseignant pour expliquer comment on peut piloter ce genre d'activité-là avec des élèves. Puis, je vous en parle même si elle a été faite à la base pour des enseignants de premier cycle du secondaire parce que cette situation-là a été vécue par beaucoup d'enseignantes de troisième cycle du primaire. Même au deuxième cycle du primaire, il y en a qui l'ont fait, dont ma conjointe, en fait, celle-là, est une autre situation dont je vous parle rapidement tout à l'heure. Donc, et ça a amené en fait à un texte dans une revue professionnelle où on en parle. Si vous voulez avoir plus de détails aussi, où on explique de long en large cette situation-là qui peut se vivre et qui amène beaucoup de plaisir et beaucoup de probabilités intéressantes, je crois, avec les élèves. Donc moi, je vous invite en fait à la vivre. Et mon collègue, dans le fond, l'an dernier, qui enseigne et il y a eu le confinement, a amené à modifier en fait cette situation-là pour pouvoir la faire à distance. Donc là, vous allez pouvoir voir cette tâche-là en 3 actes, comme je vous disais. Et là, je vous invite, dans le fond, à aller la réaliser, à aller la faire à ce lien raccourci de monrl.ca, lancer gobelet. Donc, vous allez pouvoir suivre toutes les consignes là, sur ce site-là. Puis, en ayant réalisé de votre côté la situation là, du lancer du gobelet, je vous demande là, quels résultats vous avez obtenus par vos essais, puis qu'est-ce que vous avez appris par cette situation-là. Donc, on pourra en reparler la prochaine fois. J'ai bien hâte de voir comment vous avez vécu cette situation du gobelet. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'essais? Parce que si on fait seulement
8-10 essais, par exemple, ben, on n'arrivera pas à avoir une bonne idée de la tendance, alors que quand on voit à la fin, puis on compare nos résultats avec ceux d'un tableur collaboratif où il y a des milliers, des dizaines de milliers d'essais même, ben, ça permet d'avoir une tendance qui va être plus fiable. Je termine avec la situation du lancer du pince-feuille, comme troisième situation, dans le fond, qui peut être intéressante avec du matériel atypique. Donc, pince-feuille étant ceci, les petits paperclips. Donc, facile à se procurer. Et là, ça amène à cette situation-là, en fait, que j'avais développée encore là avec d'autres collègues. Donc, dans la classe, il y a un pince-feuille qui tombe sur le sol puis qui s'arrête sous la table. Il est donc caché du regard de tous. L'enseignante ou l'enseignant dit « Si tu devines la position du pince-feuille sur le sol, tu seras dispensé de devoirs mathématiques. D'après toi, quelle position faut-il choisir? Explique ta réponse. » Donc, on va aller voir le tableur collaboratif ensemble. Donc, si on fait cette situation-là avec des élèves, bien, on les amène d'abord à penser quelles sont les positions possibles. Puis, nous, on leur a donné un nom, là, donc couché, debout, penché ou patte en l'air. Puis là, on peut aller réaliser des essais, puis pour cumuler plus rapidement, en fait, réaliser des essais dans un tableur collaboratif où chacun, si on est connecté au fur et à mesure, tout le monde en même temps, simultanément, on peut venir inscrire le nom de l'équipe, par exemple, puis venir indiquer combien on a réalisé combien d'essais combien de résultats on a obtenus pour chacune des positions. Donc, si on vient ajouter, par exemple, ici, vous allez voir que ça vient automatiquement se calculer le total, les fréquences en pourcentage et tout ça. Donc, si j'ai obtenu, par exemple, 10 couchés, puis 2 debout, puis 1 penché, puis 0, bien, automatiquement, il va venir ajouter ces 13 résultats-là ici au nombre de lancers, mais il va venir ici ajuster mes fréquences relatives. Donc, c'est une façon, en fait, d'obtenir beaucoup plus d'essais rapidement. Donc, ça peut être intéressant. Puis, aussi, ça permet de mettre l'emphase, en fait, sur la réalisation d'essais puis des questions probabilistes et non pas sur le calcul pour le total, la somme ou calculer en pourcentage. Donc, si c'est pas ça notre intention, bien là, ici, il calcule automatiquement. Puis, le tableur est fait pour que l'élève il puisse venir entrer, en fait, des résultats seulement dans ces endroits-ci. Non, il ne peut pas venir, en fait, changer puis modifier ces calculs-là, en fait, qui se font automatiquement. Donc, c'est comme si la feuille était un peu protégée. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour revenir réaliser plus d'essais plus rapidement. Donc, je n'irai pas plus loin sur cette situation-là, mais c'est une autre situation qui permet d'utiliser du matériel différent. Mais du matériel, nous, ce qu'on aime, c'est d'utiliser du matériel du quotidien. Donc, autant un gobelet, des pince-feuilles. Donc, c'est facile, ça ne demande pas beaucoup de matériel à acheter ou à construire. Ou tout ça. C'est très facile à utiliser, puis ça permet d'avoir des réflexions un peu différentes. Et aussi, vraiment dans l'idée, je trouve ça intéressant, l'approche fréquentielle pour réaliser des essais et de s'éloigner un petit peu de l'approche théorique qui malheureusement, à mon sens, a pris trop de place au primaire au lieu d'utiliser des expérimentations qui sont peut-être plus ludiques, plus intéressantes, qui amènent à faire des probabilités peut-être différentes aussi avec les élèves. Donc, maintenant, je termine aussi, c'est vrai, j'ai terminé pour les situations, mais je voulais terminer avec un autre simulateur. Donc, je voulais vous montrer en fait une roulette, un simulateur avec une roulette que je vais aller vous montrer à l'instant. En fait, avant de vous le montrer, je vais vous demander d'aller l'explorer, la ressource, puis de me dire ce que vous retenez de cette ressource-là en allant à l'adresse raccourcie monrl.ca roulette. Maintenant que vous l'avez exploré, je voulais juste revenir un petit peu avec vous. Donc, comme vous avez vu, on peut décider de faire un essai à la fois. Donc, faire comme ça des essais à partir de ma roulette de départ. Et là, il va automatiquement dire, ben, j'ai eu un résultat jaune, un résultat cyan. Et là, au fur et à mesure, vous voyez, les pourcentages vont s'ajuster. Donc, pourcentage ici des résultats que j'ai obtenus de façon expérimentale versus les résultats théoriques. En fait, les probabilités théoriques qui sont de 1/6 pour chacune des couleurs parce que j'ai 6 secteurs. Mais je peux venir changer ici, puis avoir 5, 4, peut-être même 3 secteurs. Et je peux venir aussi ajuster pour avoir ici un quart, par exemple, une probabilité théorique de 25%. Venir ajouter celui-là ici pour avoir, par exemple, 60%. J'y arrive. Oups, pardon. Vous voyez que c'est très sensible. Donc voilà, j'ai ici trois
3 secteurs, donc le bleu à 25%, le jaune à 60% et le cyan à 15%. Et là, je peux faire encore là des essais un à la fois. Et je peux aussi dire, bon, mais plutôt qu'un à la fois, je vais aller faire à la place, recommencer, puis dire, ben, je vais en faire 10 à la fois. Et là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va en faire un, il fait une pause, il va repartir, il va les faire comme ça, les 10, en faisant des petites pauses. Mais là, si je veux qu'il le fasse plus rapidement, donc ça, c'est comme un peu le mode rapide, mais je pourrais le faire en mode turbo. Et là, il va faire les 10 d'un coup. Et là, je peux faire même recommencer, puis en faire jusqu'à 1000 d'un coup. Et, si je refais, mes 10 que j'arrive à la fin, je peux voir, en fait, avec 10 d'abord, qu'il peut y avoir un écart quand même non négligeable entre ma fréquence obtenue expérimentalement puis ma probabilité que j'aurais dû avoir théoriquement. Donc, je vois qu'il y a quand même des écarts non négligeables, tandis que si je faisais 1000 essais, je peux voir que ça se rapproche beaucoup. Donc, c'est vraiment ça l'idée de la loi des grands nombres. Plus je vais avoir des essais, plus je peux être confiant que ma fréquence obtenue expérimentalement va être près de ma probabilité obtenue théoriquement. Et là, je peux aussi, une autre façon de comparer, ça pourrait être de dire, je vais aller voir, ça c'est c'est un diagramme circulaire, ça, ce n'est pas un diagramme circulaire, ça c'est une roulette, mais ici j'ai un diagramme circulaire qui va venir représenter les résultats obtenus. Donc un diagramme circulaire, c'est en statistique, donc c'est ce que j'ai obtenu comme essai. Et là, je pourrais aller faire, par exemple, pour 10 essais, je peux en faire d'abord un à la fois, puis là, OK, j'ai obtenu un jaune, donc il me met 100% de jaune. Et là, j'ai obtenu un autre jaune, donc j'ai toujours 100% de jaune. Et encore jaune, je vais l'amener à la fin. Et là, finalement, j'ai eu, sur les 10, 2 bleus et 8 jaunes. Donc, il me dit, ben moi, ce que j'ai obtenu, en fait, ça serait 20% de bleu et 80% de jaune. Donc, on voit qu'il y a quand même un écart, encore une fois, avec ce que j'ai ici, ce que j'aurais dû avoir en théorie. Si j'en fais encore 10 autres, on voit que, OK, ça commence à se rapprocher un petit peu plus. Puis 10 autres, puis 10 autres. Et là, si je voulais en faire 1000 d'un coup, je peux en faire jusqu'à 1000 d'un coup. Ça me permet de me montrer que là, après 1040 essais que j'ai fait en tout, ben, je suis pas mal près de ce que j'ai obtenu de façon expérimentale par rapport à ce que j'aurais dû obtenir théoriquement. Donc, je trouve que cette roulette-là, en fait, même si elle est en anglais, elle est facile quand même à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de mots qu'on a besoin de savoir pour être capable de comprendre. Elle est assez flexible aussi. On peut modifier beaucoup de choses, le nombre de secteurs, le pourcentage pour chacun. On peut comparer ce que j'ai obtenu expérimentalement versus ce que j'aurais dû avoir théoriquement. Donc, je la trouve assez intéressante. Donc, je vais conclure en vous demandant de m'expliquer ce que vous retenez de cette capsule vidéo. De mon côté, je pense qu'on a pu expérimenter puis analyser des situations qui ont recours à du matériel atypique, donc la situation des bouteilles, la situation du gobelet et la situation des pince-feuilles, mais en parlant aussi de la situation des rondelles ou de plein d'autres situations avec plein de dés différents. On a pu souligner l'importance de réaliser un grand nombre d'essais dans les mêmes conditions, toutefois si on veut les compiler, donc pour que les fréquences permettent d'inférer avec confiance la probabilité théorique. Puis on a pu faire ressortir l'apport des simulateurs en complément à la réalisation, et non pas pour remplacer, mais en complément à la réalisation d'essais avec du matériel. Donc j'espère que vous avez apprécié, même si cette capsule était un petit peu plus longue, mais j'espère que vous avez apprécié et qu'on pourra en discuter à la prochaine séance de classe virtuelle.